Bonjour, ou plutôt bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Donc je voulais vous faire une petite vidéo parce que j'entends de tout et c'est vrai qu'il y a un moment où je pense qu'il y a, vous savez, on dit il y a un moment où on est avec la nature, tout va bien, et puis à un moment où on commence à bifurquer, puis 30 ans après on se retrouve à des kilomètres. Pourquoi je dis ça? Parce que dans les discours, aussi bien chez les spécialistes, chez les chercheurs, chez les grands scientifiques, chez les médecins, voire même les journalistes, il y a souvent quelque chose qui est très peu abordé. On a donné notre vie au monde médical. C'est une sorte de croyance, une sorte de religion. Vous savez, tous ceux qui avaient des professions tous ceux qui étaient curés avant, vous savez, qui avaient une soutane, ce qu'on appelle les professions de robe, hein, c'est-à-dire c'est des gens qui soignaient, c'est des gens qui faisaient les cours d'école, les classes dans les écoles, c'est eux qui faisaient les jugements à la cour. Et bien tout d'un coup, à la Révolution, on les a flingués, on a tué et coupé la tête à des dizaines de milliers de curés, de prêtres, on a violé des bonnes sœurs, on a volé les richesses des monastères, etc., des abbayes, des couvents. Voilà, donc cette sauvagerie sanguine, on a gardé quand même les professions de robe. C'est-à-dire les professeurs avaient une blouse, les avocats ont toujours une robe, et les médecins ont toujours une sorte de blouse blanche. Vous voyez, donc. Et à partir de là, nous, quand on voit une publicité avec une blouse blanche, on est là, pour peu que le mec soit un peu chauve et des lunettes, un stéthoscope, il vous vend ce qu'il veut. Ouais, il est dentifrice, toi. Le type, il a une blouse blanche, il marche dans un labo, il y a des microscopes, et puis il dit... tel machin, tel dentifrice détruit la plaque dentaire, enfin voilà, il s'est fait qu'il y a un petit peu d'acide dedans, ça va enlever la plaque dentaire. Et c'est conseillé par tant de pourcents des dentistes de France. Bah, évidemment, donc un labo, les dentistes dépendent des labos, comme les médecins dépendent des labos aussi, hein, donc faut pas prendre les gens pour des cons. J'ai connu quelqu'un qui était visiteuse médicale, qui me disait, quand on arrive chez les médecins pour leur conseiller de prendre tel ou tel médicament, c'est-à-dire de faire la promotion de tel ou tel médicament, ils y allaient avec des caisses de champagne, des caisses de DVD et de CD à l'époque, hein, je vous parle de ça des années 90, et à gagner des voyages, ça vendait bien, et les médecins étaient invités au voyage aux Baléares, à Ibiza, etc., à Tahiti, soi-disant pour faire des conférences, et puis en fin de compte c'était des vacances payées, quoi, c'était des cadeaux. Voilà, donc évidemment c'est un monde hyper corrompu, ce monde-là. Ceux qui vont payer une grande partie faire financer une grande partie des élections présidentielles, et vous voyez qu'aprez chaque élection, vous avez une loi encore plus liberticide sur la vaccination. Au départ, vous aviez une loi, c'était vous voulez pas faire vacciner votre gamin parce que vous êtes contre tout ce qui est obligatoire, eh bien on vous disait, vous allez avoir, je sais pas moi à l'époque, je sais pas, 2000 francs d'amende et 3 mois de prison, et puis les élections qu'on suivi, ça a été, ils ont mis cette loi-là avec une loi qui était l'empêchement d'un acte médical. Vous savez, le type il est en train de crever, l'artère est ouverte, un médecin arrive et veut lui faire un garrot, et vous dites non, moi je veux pas. C'est autre chose de dire on va prendre un gamin, on va lui bousiller le système immunitaire à la naissance. Tu vois, en lui foutant des produits chimiques et des virus, c'est autre chose, c'est bien autre chose. Donc ils ont fait une loi, soi-disant pour simplifier les lois, ils ont collé cette loi de refus vaccinal obligatoire, alors que voilà, vous êtes en bonne santé, on vous fout un vaccin, je ne sais pas pourquoi, et ben on vous collé avec le principe d'un refus d'acte médical. Voilà. C'est du grand n'importe quoi. Donc, et chaque fois que vous avez des élections, à chaque fois, vérifiez bien, vous allez voir, regardez les dates des textes qui sont sortis, les derniers textes, regardez les élections, vous allez voir que c'est le président qui cherche. Et là, il n'y avait pas eu de loi, j'ai pas vu grand-chose après l'élection de Macron. Mais c'est pire, parce qu'on en arrive au soleil vert, à 1984, à Bienvenue à Gattaca, on arrive dans un monde de science-fiction où là c'est pire, c'est-à-dire que franchement, vous imaginez que des gens qui gagnent des milliards, je dis bien des milliards sur la maladie des gens,
ils vont en rester là? Vous croyez qu'ils vont en rester là? Je veux dire, je sais pas moi, un prof de sport, lui, il a besoin de gens qui sont en forme, quoi. Il a besoin de gens en bonne santé. Lui, il est dans le métier de la santé. Les gens qui font leur pognon sur la maladie des gens, ils ont intérêt qu'il y ait beaucoup de malades. C'est le principe du dentiste qui donne des bonbons aux gamins, vitrier fils du vitrier qui va casser les vitres. Ben voilà, les gens des labos, leur boulot c'est de faire peur, de faire, comme j'avais vu comment on appelle ça, une conférence des années 50-60 de patron de laboratoire qui disait on a multiplié par 10 nos bénéfices cette année parce qu'on a fait une campagne de promotion de la peur à cause de la variole, de ceci, de cela. Donc il a dit, et le gars disait faudra, c'est dommage, j'aurais dû prendre les références, faudra recommencer cette tactique. Voilà, voilà, ça rapporte énormément d'argent de faire peur, tu vois. Ça s'appelle le commerce de la peur. Voilà, donc ça fait partie des stratégies du choc. Hein. Donc on peut pas discuter avec certaines personnes de ce métier de la santé sans qu'ils soient constamment dans la peur, dans la peur, dans la peur, dans la peur. Ça les empêche pas de fumer, de se barder de méroc au moindre, de médoc au moindre bobo, mais c'est des gens qui vivent dans la peur de tout. Hein, n'oubliez pas que Pasteur, qui n'était pas médecin, prenait des gants, serrait pas la main aux gens, il avait peur de tous les virus, de tous les microbes. Voilà. Quand même un peu bizarre, hein. C'est toujours faire peur pour vous flinguer. Franchement, si ces gens-là que vous voyez à la télévision, qui se disent médecins, c'est encore à voir pour certains, qui disent, qui analysent des situations, des chiffres, etc., qui vous balancent une loi martiale, qui vous disent faut rester enfermé chez vous. Je crois que la seule fois où on avait fait ça, c'était pour le choléra à Marseille au Moyen-Âge, qu'on avait demandé aux gens de rester chez eux. Bon, ce confinement, Véran le disait lui-même il y a un an, même pas un an, que ce qui faisait que les gens guérissaient l'été, c'est simplement parce qu'ils étaient plus confinés et qu'ils étaient dehors au grand air. Et bien là, on vous demande de rester chez vous, on vous fait peur, on vous supprime l'activité sportive, le contact social, et de prendre le soleil, de respirer l'air à plein poumon. Tout ça, c'est ça qui va flinguer votre système immunitaire. Je parle même pas d'aller vous faire des vaccins et des vaccins et des vaccins et des vaccins, alors qu'on a un système immunitaire naturel, inné. Vous voyez, donc c'est quand même extraordinaire, quoi. Donc, tous ces gens-là ne sont pas dans les métiers de la santé. Eux, ils vont s'enrichir avec les malades. Moi, ça me fait peur, des gens qui s'enrichissent comme ça. Vous allez voir, ça va beaucoup plus loin. Ça va beaucoup plus loin. Alors là, j'ai reçu juste un témoignage, parce que je veux pas arriver sur des notes comme ça méchantes, hein, je vous le relirai peut-être à la fin. Concernant le Covid, alors c'est quelqu'un qui un grand merci pour vos ressources et votre partage, etc. C'est quelqu'un qui m'a fait un don, à qui j'ai envoyé une vingtaine ou une trentaine de documents PDF sur plein de choses, hein, justement, sur le cancer, le tabac, sur, je sais pas moi, sur l'autophagie, sur le système A, sur les arts martiaux, voilà, des trucs vraiment basés sur la vérité, sur les recherches. Hein. Je prends l'exemple, par exemple, ce bouquin qui a été fait par un Soké, qui a été 40 ans membre de la Japan Karaté Organisation, maintenant, ça fait 50 ans qu'il fait des arts martiaux, et qui débunk complètement le karaté traditionnel Shotokan, en disant, par exemple, ceux qui disent qu'ils font un jutsu, en faisant du karaté, c'est-à-dire une technique de guerre qui avait été créée pour les champs de bataille, comme le sabre, comme le tir à l'arc, etc. Il dit ceux qui disent faire du jutsu en faisant du karaté, bon, ils méritent un peu l'asile psychiatrique quand même. Hein. Le karaté, c'est un karaté d'eau, c'est quelque chose qui doit permettre d'élaborer, comment on peut dire, le meilleur, qui doit exacerber le meilleur de vous-même. Hein. Et justement, vers la fin, j'ai vu, il disait, les gens qui disaient est-ce que le karaté est un budo ou un bujutsu, et il disait ceux qui font du budo, eh bien c'est des gens qui choisissent la pratique pour permettre de devenir meilleur, pour s'améliorer dans le sens technique, le dépassement de soi-même et tout. Et son élève lui dit oui mais telle personne il a fait ci, il a volé de l'argent, il a détourné ci, il a fait ça, il a magouillé, il était avec les yakuza et tout. Il dit oui mais eux ce sont ceux qui disent faire du bujutsu en faisant du karaté jutsu si vous préférez, et non pas du karaté-do. Voilà, c'est
C'est la même chose. Faut chercher la vérité. Enfin voilà. Donc, concernant le Covid, je vous fais un petit témoignage. Si ça peut vous intéresser, ma femme a développé des symptômes jeudi dernier. Elle a commencé par de la fièvre jusqu'à 40 de nuit et s'est retombée à 38 la journée. Puis samedi, la fièvre est descendue à 38 en stabilisation, mais elle a perdu l'odorat. Et à part les courbatures, de légères douleurs dans les articulations, et l'odorat qui est revenu mais pas complètement, elle est bien rétablie. Donc ça a duré 2 jours. Vous savez, si vous avez les symptômes, restez chez vous, prenez du Doliprane, voilà. Ouais, c'est un peu le truc, hein, à part qu'elle n'a pas pris de Doliprane. Bien sûr, elle est fatiguée. On a une petite de 2 ans et demi qu'elle allait, qui déborde d'énergie et dort très peu les nuits. Donc même en dormant très peu les nuits et en allaitant, elle a réussi en 2 jours à s'en sortir. Moi, j'ai développé des symptômes lundi soir et après 3 jours de jeûne, je n'ai plus rien sinon la fatigue. Espérons que le monde reviendra à la raison. Voilà. J'espère que vous tiendrez le coup, pas comme ce Sapiens dans le conte de l'eau qui rend fou. Voilà, c'est un conte que Henri Play sortait. Donc en fin de compte, voilà, il parle du jeûne, mais bon, je veux dire, le fondateur de la médecine, Hippocrate, disait que le jeûne ne guérit pas, rien ne peut le guérir, puisque pendant que vous jeûnez, votre corps passe toute son énergie à la guérison. Donc, et il y avait quelqu'un qui avait sorti un bouquin qui disait comment guérir malgré la médecine, hein, où il expliquait toutes les méthodes naturelles, qu'on arrivait à guérir malgré tous les médocs, toutes les conneries qu'on vous balance, on arrivait quand même à guérir du cancer, de ceci et de cela. Voilà. Maintenant, hormis ça, j'espère que je ne vais pas paumer ma page. J'ose même pas trop... Le voilà. C'est un texte qui a été fait par le docteur Rath. Alors, ça s'appelle « Au nom des peuples du monde, plainte pour génocide et autres crimes contre l'humanité commis dans le cadre du commerce pharmaceutique avec la maladie et la récente guerre contre l'Irak ». Donc c'était au début de la guerre de l'Irak, ce texte est passé. Ça a été fait, même pas, ça a été fait à la deuxième guerre de l'Irak. Cette plainte est soumise au tribunal pénal international par le docteur Matthias Rath et d'autres au nom du peuple du monde et le 14 juin 2003. Voilà, à l'attention du substitut du procureur général du tribunal pénal international, sénateur Luis Moreno Ocampo, Cour internationale, Maeweg, 174, La Haye. Et donc, résumé, la présente plainte soumet à la Cour de justice internationale les plus grands crimes jamais commis dans l'histoire de l'humanité. Il est reproché aux accusés d'avoir causé des blessures et la mort de millions de personnes dans le cadre du commerce avec la maladie, des crimes de guerre et d'autres crimes contre l'humanité. Ces crimes relèvent de la juridiction du tribunal pénal international. Sachant qu'ils seront tenus responsables de ces crimes, les accusés ont initié une campagne globale afin de porter préjudice à l'autorité de la Cour justice internationale, afin de se placer au-dessus de la loi internationale et de poursuivre leurs crimes au détriment de la race humaine. Dès lors, la Cour de justice internationale doit réserver le bénéfice de la plus grande urgence à la présente plainte. De plus, toutes les personnes physiques et tous les gouvernements sont appelés à adhérer à cette plainte dans le but de mettre un terme définitif à ces crimes. Voyez ce que c'est? Vous allez voir par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure. Introduction, le cartel. Les charges exposées dans la présente plainte concernent 2 principaux types de crimes. Le génocide et autres crimes contre l'humanité commis dans le cadre du commerce pharmaceutique avec la maladie. Les crimes de guerre, agressions et autres crimes contre l'humanité commis dans le cadre de la récente guerre contre l'Irak et de l'escalade internationale vers une guerre mondiale. Ces 2 types de crimes sont étroitement liés et ont un aspect en commun. Ils sont commis au nom et dans l'intérêt des mêmes groupes d'investissement et de leurs actionnaires politiques. Afin de démontrer cette affirmation et de prouver leur motivation commune des accusés, il est essentiel de brosser un bref résumé historique. C'est un PDF, donc ceux qui s'intéressent, vous m'enverrez à l'adresse Le Monde des Arts Martiaux et je vous enverrai ceci. Au cours du XXe siècle, l'industrie pharmaceutique a été bâtie et organisée dans l'objectif de contrôler les systèmes de santé dans le monde, en remplaçant systématiquement les thérapies naturelles, non brevetables, par des drogues synthétiques brevetables et donc lucratives. Cette industrie ne s'est pas développée naturellement, au contraire. Elle a résulté d'une décision d'investissement prise par une poignée d'entrepreneurs riches et sans scrupules. Ils ont délibérément défini un nouveau marché commercial pour générer encore plus de richesses, le corps humain.
Le groupe Rockefeller servait de moteur à ce secteur d'investissement. Il contrôlait déjà plus de 90% des activités pétrochimiques aux États-Unis entre la fin du 19e et le début du 20e et recherchait de nouvelles opportunités d'investissement globaux. Le groupe financier Rothschild était lui aussi dans le secteur. C'est chaud, hein, c'est chaud. Alors, je ne vais pas tout vous dire le texte. Hein. Le cartel et la Seconde Guerre mondiale. Après Rockefeller Standard Oil, aujourd'hui appelé Exxon, le conglomérat IG Farben, vous connaissez, ayant son siège en Allemagne, était le deuxième plus grand groupe pharmaceutique pétrochimique, bizarre c'est les mêmes, hein, au cours de la première moitié du XXe siècle. Il fut le seul moteur principal de l'essor politique d'Hitler, petit moustachu, et de leur conquête commune de l'Europe et du monde. En fait, la Seconde Guerre mondiale fut une guerre d'agression planifiée, initiée et conduite par des tableaux de planification de IG Farben. IG Farben était la société mère de IG Auschwitz, la plus grande usine industrielle de ce cartel chimique à l'extérieur de l'Allemagne. Parce qu'on ne sait pas que c'est les camps qu'il y avait, c'était des camps de travail. On parle de concentration ou d'extermination, mais c'était des camps de travail. On le voit bien dans la liste de Schindler, où il montre en mettant le doigt dans une douille de fusil qu'il ne faut pas tuer les enfants parce que les enfants ont besoin de... Enfin, parce que l'usine a besoin des gens qui ont des tout petits doigts pour nettoyer les douilles. Voyez, donc c'est bien des, non pas des camps d'extermination, mais des camps de travail. Et à côté, si vous regardez, vous avez des usines. Donc, après, bon, je ne nie pas, hein, après, il y avait les chambres à gaz hein, pour tous ceux qui ne pouvaient pas travailler. Donc, je reprends. Alors, ce cartel puisait la majorité de ses richesses dans le sang et les souffrances des travailleurs forcés. Donc, c'est bien ce que je dis, travail forcé, y compris ceux de camps de concentration d'Auschwitz. IG Farben a encouragé les décideurs politiques allemands sans scrupules à les utiliser comme d'autant d'instruments volontaires pour parvenir à dominer l'Europe et le reste du monde. Je ne parle même pas des médecins de la mort, hein, où les gens faisaient ces laboratoires. Médecins qui utilisaient les prisonniers comme cobayes. Hein. IG Farben était l'actionnaire principal de Rockefeller Standard Oil et vice-versa. La victoire des forces alliées sur l'Allemagne nazie mit un terme au plan de IG Farben, qui briguait la première place mondiale dans le secteur pharmaceutique et pétrochimique. Mais dans le même temps, Standard Oil et les autres compagnies pharmaceutiques pétrochimiques du consortium Rockefeller se hissaient progressivement comme leaders du secteur. Une position qu'elles n'ont plus quittée depuis. Lors du procès contre les dirigeants du cartel IG Farben qui s'est tenu en 1947 au tribunal militaire de Nuremberg, plusieurs de ces dirigeants ont été accusés et condamnés pour crimes contre l'humanité, comprenant des meurtres de masse, des pillages et autres crimes. Le tribunal militaire de Nuremberg a également scindé le cartel IG Farben en plusieurs sociétés qui sont Hodge, Bayer et BASF. Vous savez, Bayer Munich, hein, ceux qui ont fait le Zyklon B. Je dis ça, je dis rien. Aujourd'hui, ces trois sociétés sont individuellement plus volumineuses que ne l'était la société mère IG Farben à l'époque. De nos jours, les États-Unis et la Grande-Bretagne sont les premiers pays exportateurs de produits pharmaceutiques dans le monde et deux produits pharmaceutiques sur 3 commercialisés aujourd'hui sont des médicaments fabriqués dans les entreprises de ces deux pays. Le fondement du commerce pharmaceutique, les accusés sont responsables. Donc, les accusés, vous avez compris, c'est les grands laboratoires pharmaceutiques. Sont responsables et leurs politiques qui les ont aidés et les politiques qu'ils aident eux-mêmes. Hein, les laboratoires aident. Les accusés sont responsables de la mort de centaines de millions de personnes qui continuent de mourir de maladies cardiovasculaires, du cancer et d'autres affections qui auraient pu être prévenues et enrayées depuis de nombreuses années. Le décès prématuré de millions de personnes n'est plus le résultat d'une coïncidence que le fruit d'une négligence. Il a été volontairement et systématiquement organisé au nom de l'industrie pharmaceutique et de ses investisseurs dans le seul but de développer un marché mondial du médicament pesant plusieurs milliards de dollars. Le marché de l'industrie pharmaceutique repose sur le corps humain, son rendement sur l'entretien de l'expansion des maladies, ses gains sur la brevetabilité des médicaments. C'est ainsi que ce secteur est devenu l'industrie la plus lucrative au monde. Inversement, la prévention et l'éradication des maladies réduisent substantiellement, voire éminemment totalement, les marchés des produits pharmaceutiques. C'est pourquoi les entreprises pharmaceutiques entravent de manière systématique la prévention et l'éradication des maladies.
C'est-à-dire que si vous avez des médecines naturelles, on vous tape dessus. Si vous parlez du jeûne, on vous tape dessus. Si on vous parle de la méditation, de combien d'années on m'a cassé les burnes parce que je parlais du jeûne et de méditation. Mais moi, je pratiquais ça depuis que j'ai 14 ans. Donc, faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Je veux dire, j'ai 63 ans, je suis en pleine forme et je prends aucun médicament. Peut-être pour ça, d'ailleurs. Pour commettre ces crimes, les entreprises pharmaceutiques recourent à une multitude d'exécutants et de complices dans le secteur des sciences, de la médecine, des masses médias, et de la politique, pour voter les lois. Les gouvernements des nations entières sont manipulés, voire dirigés par des lobbyistes ou des anciens dirigeants de l'industrie pharmaceutique. On voit ça tous les jours en regardant le JT chez nous. Durant des dizaines d'années, la législation des nations entières a été manipulée et utilisée pour promouvoir ce commerce avec la maladie, donc de médicaments, qui pèse plusieurs milliards de dollars au préjudice de la santé et de la vie de centaines de millions de personnes et de patients innocents. L'essor de l'industrie pharmaceutique en tant que secteur d'investissement fructueux, nécessitait comme condition préalable l'élimination de la concurrence imposée par les thérapies sûres et naturelles. L'essor de l'industrie pharmaceutique en tant que secteur d'investissement, donc c'est du business fructueux, nécessitait comme condition préalable l'élimination de la concurrence imposée par les thérapies sûres et naturelles, car celles-ci ne sont pas brevetables. Elles procurent des marges bénéficiaires réduites et de surcroît elles permettent de prévenir et d'éradiquer efficacement les maladies en raison de leur rôle primordial dans le métabolisme cellulaire. Suite à l'élimination systématique des thérapies naturelles et à la mainmise sur les systèmes de santé de nombreux pays du monde, l'industrie pharmaceutique a instauré la dépendance de millions de personnes et de presque toutes les nations vis-à-vis de son activité d'investissement. Quid de la médecine chinoise, de la médecine indienne, ayurvédique, des médecines naturelles, de toutes ces remèdes de grand-mère, comme on disait, de bonnes femmes, c'est-à-dire de bonne réputation, les tisanes, tout ça. Oui, autant se soigner avec des tisanes quand on a un cancer. Vous voyez, quand vous entendez les gens, je vous rappelle que, par exemple, le cancer du poumon, le taux de réussite de la chimio et des compagnies, c'est 1 à 2%. Autant dire 0. Mais on continue, quand vous avez un cancer au poumon, à vous faire des chimios et compagnie. Bon. L'industrie pharmaceutique en tant que commerce frauduleux organisé, l'industrie pharmaceutique vend de la santé à des millions de patients. Mais elle ne fournit pas de remède. Au contraire, elle fournit des produits qui soulagent à peine les symptômes, tout en stimulant la maladie sous-jacente. Car c'est une condition préalable à ces futures activités. C'est comme si vous emmenez votre bagnole au garagiste et puis qui vous fout des coups de, comme j'ai vu faire, des coups de tournevis dans le pot d'échappement, qui dévisse un boulon là et là, et qui vous fait la vidange. J'ai dit c'est bon, à bientôt. Tout le monde était chez le dentiste, vous voyez le type qui arrive qui fout des coups de bistouri un peu partout, et qui vous dit à bientôt. Bon, il fait son boulot. Afin de couvrir la fraude, ce secteur dépense un montant 2 fois plus élevé que celui qu'elle consacre à la recherche. Alors, la fraude, ça peut être aussi envoyer des tas d'affiches, des tas de petits jeux dans les écoles, par exemple, sous couvert d'éducation. Comme là, les enfants, 5-6 ans, reçoivent des bouquins où on dit « Ah, grâce au vaccin, on va tous sortir du Covid ». Ou, comme je vous ai déjà lu, je porte un masque parce que le virus est dangereux. Je porte un masque parce que si nous avons été confinés à cause du Covid. Oui, mais pas à cause d'un virus, à cause d'une politique, on a été confinés. Puis on nous parle de l'Ebola, vous voyez, on fait toujours la comparaison avec la grippe espagnole ou l'Ebola. Bref. Cette tromperie organisée explique pourquoi les activités d'investissement ont pu se poursuivre durant près d'un demi-siècle, derrière un écran de fumée stratégique et sous les dehors de bienfaitrices de l'humanité. La vie de 6 milliards de personnes et les économies de la plupart des pays du monde sont prises en otage par des pratiques criminelles de cette industrie. Bon, je vais arrêter juste après celui-là. Dénonciation du commerce pharmaceutique avec la maladie. Au cours des 10 dernières années, je n'ai pas ménagé mes efforts pour démasquer la fraude organisée de la plus grande industrie d'investissement au monde. J'ai contribué à démontrer que l'obstacle majeur à l'amélioration de la santé des populations de notre planète était l'industrie pharmaceutique elle-même. Je répète, j'ai contribué à démontrer que l'obstacle majeur à l'amélioration de la santé des populations de notre planète
était l'industrie pharmaceutique elle-même, et sa qualité de secteur d'investissement alimenté par l'expansion des maladies. Donc plus il y aura de malades, plus ils auront d'argent, donc leur boulot c'est de faire des malades. En tant que scientifique, j'occupais une position privilégiée pour découvrir la véritable cause des maladies cardiovasculaires et d'autres maladies chroniques, en collaboration avec mes collègues et d'autres. J'ai également contribué à documenter les alternatives efficaces, naturelles et non brevetables au commerce pharmaceutique avec la maladie. L'identification des molécules naturelles optimisant le métabolisme cellulaire permet au genre humain de prévenir et d'éliminer presque totalement la plupart des maladies communes actuelles, y compris les maladies cardiovasculaires, le cancer et beaucoup d'autres. Alors, je ne vais pas tout vous donner, tous les litiges, tous les conflits éthiques, les litiges juridiques, les conflits commerciaux. Donc, alors ce qu'il y a de bien, c'est que ce docteur Rath, je ne sais pas si elle existe encore, il y avait une vidéo, moi je vous enverrai ça, hein. Je vous enverrai ce PDF, il y a 41 pages. Mais il avait fait une conférence aux pays arabes unis, je me souviens, ou aux Émirats, je me souviens plus. Hein. Il avait fait une conférence où il explique avec des textes, bon c'est en allemand sous-titré je crois, ou en anglais sous-titré français, où il explique exactement comment ça s'est passé. C'est-à-dire que il était un des premiers fondateurs, je crois DJ Farben, qui a créé l'aspirine, qui a découvert l'aspirine, on peut le trouver hein, sur le net. C'est quelqu'un qui avait proposé à... J'espère pouvoir retrouver cette conférence. Ah, j'ai plutôt cherché la conférence. Donc c'est conférence... Il y en a plein, hein. Dr Rath. Hop, comme par hasard, plus rien. Hasard. Conférence, docteur Rath. Voilà, donc, où il explique, en fin de compte, Matthias Rath, hein, alors il a fait plusieurs choses. Hein. Auschwitz Conférence Lecture 2013, Origine des sociétés chimiques, conférence du docteur Rath, en allemand sous-titré. Ah, c'est peut-être celui-là qui s'appelle Perspective collective, Origine des sociétés chimiques. Enfin bref, vous chercherez le docteur Rath, où il explique carrément que celui qui avait découvert que l'aspirine, c'est-à-dire ce qu'il appelait l'aspirine, qui était l'acide acétylsalicylique qui venait de l'écorce de sol, faisait passer les maux de tête, en tout cas, atténuer les symptômes. Il ne guérissait pas, mais atténuer des symptômes de douleur, eh bien, fluidifier le sang, etc. Eh bien, ce qui est marrant, je vous l'expliquerai pourquoi après, je dis c'est marrant, parce que je vois la photo de l'aspirine, c'est l'aspirine du Rhône, c'est Bayer, vous avez le tampon Bayer avec la croix, hein, Bayer Munich, le même qui ont fait les Zyklon B. Hein. Donc, il a proposé au Kaiser de faire... on peut dire, de protéger le mot, hein, on en a parlé tout à l'heure, de protéger le mot aspirine, de protéger la découverte du génome, enfin tout un machin comme ça, protéger la plante par elle-même, l'écorce de sol, et puis en fin de compte, Kaiser il dit non, ça m'intéresse pas. En 1828, hein, le pharmacologue allemand Johann Andreas Buchner, extrait de l'écorce de sol, salix alba, l'acide salicylique. Voilà. Et donc en fin de compte, la personne a dit non, le Kaiser a dit non, ça m'intéresse pas. Donc il a demandé à quelqu'un qui était Rockefeller, qui lui à l'époque vendait des petits flacons de pétrole avec un pot de sucré dedans. Vous savez, comme on voit dans Lucky Luke, le gars le Doc Holliday, hein, qui se promène un peu partout comme ça. Hein, et ben il vendait ça. Donc lui, il a dit ouais, ça m'intéresse. J'ai l'investissement à faire là-dedans. Pétrole, pharmacie. Voilà. Et donc ils sont mis à vouloir dresser, comment on peut dire, l'ADN, là, vous savez, l'arbre d'ADN à toutes les plantes pour pouvoir se les approprier et interdire les gens de commercer avec. Donc il explique très bien ça. Le docteur Rath,
je ne me rappelle plus comment on appelle ça, le génome, voilà, protéger le génome, en fin de compte, de telle et telle plante. Je me souviens, je me rappelle plus quel pays avait renvoyé chier comme ça un laboratoire pharmaceutique, parce que justement, il interdisait de vendre un pays d'Amérique du Sud, où ils avaient une plante, je me rappelle plus, qui était vraiment, qui faisait la fortune de leur pays. Et puis un laboratoire pharmaceutique s'était approprié le génome en disant vous n'avez plus le droit, etc. Ils l'ont renvoyé chier justement avec une cour internationale comme ça. Et ça pas, je sais pas ce que c'était. C'est comme si demain on protège le curcuma et on empêche l'Inde de produire ou de faire du curcuma, ou en Amérique du Sud, ouais, des choses comme ça. Donc ok, donc bah écoutez, je vous fais bisous à toutes et à tous. Je vous enverrai, si vous voulez, ce texte qui est fantastique. Je vais me l'envoyer moi-même parce que je suis pas sur le même ordi. Et par contre, comment j'ai fait tout à l'heure? Non, c'était bon, c'était ça. Donc c'était ce PDF là qui est une 40aine de pages, qui est très important. Et alors n'oubliez pas le couple qui m'a envoyé en disant que ça marchait très bien, qu'ils n'ont eu presque pratiquement rien. C'est David, alors il faut que je retrouve son mail. Non, c'est pas ça. Ouais, enfin bref. Donc, ça a duré 2-3 jours. La femme, elle allait. Ils dorment très peu parce que les enfants pleurent la nuit, hein, ceux qui en ont le savent, et font des nuits très courtes, et malgré tout, voilà, en 3 jours, il n'y a pratiquement plus rien, il y a encore un peu de perte d'odorat, et lui, en 3 jours de jeûne, il ne sent plus rien. Donc, je trouve que il n'y a pas de quoi confiner des 70 millions de personnes à la maison. Il n'y a pas d'Ebola dans les rues, il n'y a pas de choléra dans les rues, mais c'est vrai que les GAFA, les supermarchés explosent. Hein. Faites vos recherches, regardez sur Internet, et vous voyez les bénéfices des multimilliardaires qui montent. Et on se demande, à quoi sert quand vous êtes multimilliardaire? À quoi sert? C'est là qu'on se demande s'ils sont pas... Il n'y a pas un truc, quoi. Ils sont pas arrivés comme ça... à ce niveau-là, en enculant des millions de personnes, des milliards de personnes, en les manipulant, en leur faisant croire qu'ils sont dans la santé, alors que plus il y aura de malades, plus ils auront d'argent. Voilà, ils sont pas nets, quoi. Ils sont pas nets ces gens-là, quoi. C'est vraiment des satanistes, c'est vraiment des fous. Comment on peut faire ça, quoi? Je veux dire, moi, si vous me donnez 100 000 € par mois, ça va pas changer grand-chose dans ma tête. Je veux dire, à 63 balais. Qu'est-ce que je vais faire de plus? Comme je disais à quelqu'un qui me disait « Mais mange !» J'ai dit « Je vais pas bouffer 6 fois par jour, quoi. J'ai pas 4 bouches et 3 trous du cul, quoi. Je veux dire, je vais pas passer mon temps à me baffrer, quoi. Pour moi, la santé, c'est primordial depuis que je suis petit. Donc, je vais pas la détruire simplement pour ça, quoi. Ok. Docteur Rat, hein. Ah tiens, d'ailleurs, le docteur Véron, là, qui veut nous faire peur en disant « J'ai vu dans les urgences, en réanimation, un jeune homme mourir de 28 ans, Oui, mais il est mort de quoi? Qu'est-ce qu'il avait comme passé? Est-ce que, je sais pas, est-ce que c'est un obèse, fumeur, qui a un problème génétique, qui avait déjà une maladie respiratoire, BPCO, on ne sait pas. Il était en réanimation pour quoi? Accident de la route, suicide, noyade, on ne sait pas. Donc sortir des trucs comme ça, ça va un moment, quoi. Je veux dire, c'est du cirque, hein, c'est vraiment du cirque. Voilà. Et il disait au sénateur, sortez. Et ils sont chez eux au Sénat. Moi j'ai l'impression, je me fais un scénario dans ma tête, hein, je me dis, ils ont voté les lois pendant toute la nuit comme ça, et puis un de ses copains ou de ses copines lui a téléphoné, viens, parce que là ils ont déconné, là ils ont voté contre nous. Il arrive, il dit hop, on bloque tout, ça vaut plus rien, hop, on bloque tout, j'ai le droit. Il a dû se renseigner avant, hein. J'ai le droit, je bloque tout. Le Sénat a voté, moi je m'en fous. Vous voyez, donc... ça devient du grand n'importe quoi. Et puis alors là, là je vois les infirmières enfin le monde médical, des soignants pardon, qui ont
qui ont manifesté contre la fermeture, je sais pas, Salpêtrière, je sais pas quoi, enfin bref, d'un hôpital, des urgences d'un hôpital à Paris. Les flics sont arrivés, ils ont ils ont aligné. Attention, pas de distance, vous n'avez pas de distance, il faut 2 mètres, Mais ceux qui sont venus en métro étaient bondés comme ça, écrasés dans le métro, mais ça fait rien. Ils sont venus dans le métro, ils étaient 200 pour 10 mètres, ils sortent dans la rue, ils sont 3 ou 4 pour 10 mètres, ils sont alignés. Pourquoi les flics ne descendent pas dans le métro? C'est une raison, ça. Comment ça se fait? Puis pourquoi ils ne descendent pas dans le métro pour aligner tous ces gens-là qui sont... Bah, ils sont à 1000 contre 1, hein, ils vont peut-être pas le faire. Hein. Voilà, donc et là, il y a quelqu'un qui me demande le lien de celui qui dit que l'hôpital a tué son père. Bah, c'est une vidéo, Marie-Laure, c'est une vidéo sur Facebook. Je sais pas si tu peux aller sur Facebook, je vais essayer de le retrouver. Si ça n'a pas été enlevé. Quelqu'un m'a dit que c'était enlevé, mais bon, je vais essayer de le retrouver. Je vais essayer de te répondre tout de suite, Marie-Laure. Voilà, donc gros bisous à toutes et à tous. Et puis voilà, donc faites l'inverse de ce qu'on vous dit, hein, c'est-à-dire prenez l'air, respirez, même dans le respect des lois, ou maintenant si vous êtes au fin fond de la forêt, tant qu'on n'est pas bloqué par des drones avec des lasers pour nous flinguer, tant qu'on ne les a pas encore, bah, sortez, allez dans les bois, respirez, faites du sport, faites du yoga, méditez, jeûnez, pourquoi pas, prenez beaucoup de compléments alimentaires si ça vous fait plaisir, en vitamines par exemple. Vous savez que ce monde pharmaceutique a fait baisser au moins du quart les aliments, enfin les compléments alimentaires, hein, les vitamines, les oligo-éléments, tout ça. Et ce qui est incroyable, c'est que par exemple, vous êtes aux États-Unis, vous achetez, je sais pas moi, des vitamines C, il n'y a pas marqué qu'il faut s'arrêter à 1 gramme. En sachant que c'est vraiment efficace qu'à partir de 4, 5, 6 grammes par jour, voire 10 grammes, 20 grammes, voilà, bon, tout dépend ce que l'on apprend, hein. C'est un glucosamine, hein, la vitamine C, c'est pas vraiment une vitamine. Donc, bah, gros bisous. Voilà, gros bisous à toutes et à tous. Et puis, si vous voulez être en forme, boum, entraînez-vous, bougez, faites du cardio, prenez l'air, gardez le moral, gardez contact avec vos proches, au moins par téléphone, par visioconférence, allez les voir de toute façon, vous avez droit aussi, faites ce que vous voulez, voilà. Rassurez-vous.